on va attaquer. Bonjour tout le monde. Donc, je vais introduire. Alors, vous ne me voyez pas parce que on est avec une partie des participants dans la même pièce et que pour des questions logistiques, j'ai dû basculer sur l'autre ordinateur, mais je suis là. Bonjour tout le monde. On vous voit quand même. Un petit peu voilà, on voit la main. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Olivier Lacombe, président de Subvitamine, une agence d'innovation numérique. Je suis également pilote de cette factory IoT de Digital 113 avec Emmanuel et Francis. Je participe également au COMEX de Digital 113 et je vais vous présenter avec les autres membres la factory d'aujourd'hui qui est le bâtiment connecté de la programmation à l'exploitation. Tout ça avec l'angle de l'IoT. Donc, pour commencer, on va faire un rapide rappel de qu'est-ce que l'IoT pour celles et ceux qui n'ont pas encore tout à fait ça bien en tête. Donc, la factory s'était positionnée au niveau de la cartographie de l'IoT en disant qu'un objet connecté, c'était avant tout un objet qui transmet et reçoit de la donnée à travers un réseau qu'on appelle souvent machine to machine, M2M, sans intervention humaine. Donc, ça, c'est quand même un point assez important. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est de retracer rapidement la chaîne de valeur de l'IoT, à savoir qu'on part de mesures avec des capteurs qui effectuent ces mesures et des transmetteurs. Donc là, on va s'arrêter à ce qu'on appelle les capteurs et périphériques. On va basculer derrière sur une partie qu'on qualifie de réseau et télécommunications avec une partie des transmetteurs et elles sont entre les deux parce que certains sont communicants. Puis derrière, avec tous les réseaux de télécommunications que l'on connaît bien, les SFR, Orange, Bouygues, mais également les réseaux privés, LoRa, Sigfox, et puis les réseaux plus courte distance que représentent le Wi-Fi ou le Bluetooth. Enfin, on a toute la partie hébergement, traitement de la data, avec le device management et une partie de l'analytique. Et pour finir, avec les plateformes de manipulation de données et pour l'analyse et l'exploitation. Donc, ce qu'on va retrouver in fine dans la partie exploitation du bâtiment. Alors, l'IoT dans le bâtiment, bien écoutez, on l'a découpé en 4 phases. La programmation, qui concerne vraiment toute cette partie de préparation en amont. On a toute la partie conception, puis la partie réalisation et enfin l'exploitation qui consistera évidemment pendant de nombreuses années à piloter le bâtiment. Et nous allons pouvoir commencer dès à présent par une intervention d'Emmanuel Mouton, président de Synox, mais également président du cluster Digital 113, avec l'intervention de Christian Verne, DSI chez CDC Habitat. Et Emmanuel, je te laisse la main. Merci Olivier pour cette introduction. C'était important dans le cadre du Digital et Futur et de l'accompagnement de la transformation numérique du secteur immobilier, de pouvoir apporter comment finalement l'IoT, les objets connectés, s'interfacent, s'intègrent finalement dans le bâtiment connecté. Et on a voulu prendre un angle très retour d'expérience. Donc, c'est vrai que les tables rondes qui vont se succéder vont être des personnes qui sont très terrain, très opérationnelles et qui, avec leurs différents profils, vont nous apporter un éclairage sur comment ils voient l'IoT au quotidien et dans l'avenir dans leur métier. Et c'est vrai que sur la première phase qu'on va faire, une table ronde, donc avec Christian Verne que je présentais, c'est d'orienter l'échange autour de la programmation, donc c'est-à-dire avec une vision de maître d'ouvrage, d'un bailleur. Christian Verne est donc le représentant, donc il va nous présenter CDC Habitat, qui est un bailleur où il y a de très nombreux parcs immobiliers et où les enjeux finalement donc de la gestion de ce patrimoine et de la relation avec les locataires est important. Donc d'avoir sa vision de comment l'IoT transforme un peu son métier. Donc, Christian, tu peux présenter un peu CDC Habitat et finalement, ma première question va plutôt porter sur cette transformation du métier de bailleur et à quel enjeu finalement le bâtiment connecté permet-il de répondre pour votre vision.
Merci Emmanuel, bonjour à tous. Donc CDC Habitat en 2 mots, c'est une filiale, comme notre nom l'indique, de la Caisse des dépôts, mais aussi de la Banque des territoires, vous en entendez parler, et notamment qui finance un certain nombre de sociétés et d'avancées technologiques et numériques. Donc on est au cœur de toute cette transformation. Donc CDC Habitat, c'est à peu près 500 000 logements gérés. Et c'est à peu près 10 000 personnes. Nous sommes concentrés sur le territoire métropolitain et aussi dans les SIDOM. Et nous avons une politique en plus de partenariat depuis 3 ans maintenant. Je sors d'une table ronde justement là, en début de réunion avec des partenaires. Nous avons à peu près 40 partenaires qui sont des petites SEM, des petites sociétés qui font 5 000 logements et à qui nous offrons effectivement des services effectivement dans le cadre de nos métiers. On essaie aussi d'étendre notre réseau et notre savoir-faire. Alors, pour répondre aux 2 questions d'Emmanuel sur comment l'IoT transforme notre métier de bailleur, alors je dirais 2 choses. La première, c'est que tout ce qui est numérique, on va dire, la numérisation et l'informatique au sens large, a transformé depuis longtemps notre métier sur la partie back-office, notre relation avec les locataires, avec les fournisseurs, donc depuis longtemps, même s'il y a encore des choses à faire. Mais comme je disais souvent, si l'informatique s'arrête, ce n'est pas pour ça que les locataires vont sortir du logement, que les fournisseurs vont arrêter de travailler et on ne va pas perdre, on va dire, du chiffre d'affaires comme on peut en perdre si on est dans une banque ou dans une société, entre guillemets, beaucoup plus de type Amazon ou autre. Donc ça, c'était avant. On voit que maintenant, avec toutes les offres qu'on met sur nos ensembles immobiliers, toutes les offres, quand je dis les offres, c'est les capteurs, les objets connectés, mais si l'informatique ne marche pas effectivement sur un ensemble immobilier, ben les portes ne s'ouvrent pas, on n'a plus de sécurité, on n'a plus de chauffage, voilà. Et de plus en plus, je dirais, puisque de plus en plus, on le sait, l'électronique gagne et intègre ces équipements, donc ça devient quelque chose qui est beaucoup plus important qu'avant. Donc, ça transforme effectivement notre métier à travers plusieurs composantes. On a des enjeux effectivement thermiques, qui est certainement une des plus importantes, avec la RSE, avec toute l'orientation de la France, du gouvernement sur ces aspects-là, où on doit supprimer les passoires thermiques. Et il nous faut donc, pour nous aider dans nos financements, justifier systématiquement les économies d'énergie qu'on fait. Et bien sûr, tout ce qui est IoT nous y aide beaucoup. Les aspects économiques aussi, peut-être ne plus avoir des plans de maintenance classiques sur des renouvellements, des changements d'équipement, mais avoir quelque chose qui soit beaucoup plus personnalisé et qui tienne compte de l'usage et de l'obsolescence du matériel. Ensuite, la satisfaction client. Il y a des sujets sur lesquels on sait qu'on est bon et d'autres sur lesquels on est moins bon. On est en moyenne, en global, les bailleurs se situent à 70% de satisfaction globale auprès des locataires, avec de fortes différences sur les métiers. Et sur la partie, on va dire, technique, c'est là où on a le plus de difficultés pour les informer quand on a des problèmes, suivre les prestataires, où c'est que ça marche, où c'est que ça ne marche pas. Quand l'ascenseur marche à nouveau, communiquer rapidement. Enfin, voilà. Et on a énormément d'enjeux autour de la communication et de la relation client. Et puis l'attractivité commerciale également. L'attractivité commerciale auprès de nos clients. On a, nous, des logements qui ne sont pas que des logements sociaux, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi 20-30% de logements qui sont des logements intermédiaires ou du marché libre. Et il nous faut attirer de la clientèle, des prospects. Donc, il faut offrir des services également. Et derrière l'IoT, aussi la notion de services. Et puis, le dernier point, c'est des enjeux en termes toujours d'attractivité, mais auprès d'investisseurs institutionnels ou de gens pour qui on gère des logements. Je pense au ministère de la Défense, avec qui on travaille de manière historique, mais qui a remis en concurrence notre prestation. Et dans le cahier des charges, alors, on répond à un appel d'offres sur 35 ans, donc vous imaginez les enjeux. Et dedans, on a effectivement tout ce qui est IoT pour justement répondre à toutes leurs exigences. Donc, beaucoup d'enjeux, effectivement, à la fois prometteurs, et on fait beaucoup d'expérimentations. On commence à dessiner un petit peu notre feuille de route, notre chemin. On est un peu en retard par rapport au tertiaire dans le monde des bailleurs sociaux, on le sait, mais
on est un diesel, donc on prépare bien, même si les diesels, ce n'est pas l'avenir, on prépare bien notre démarche et on espère rattraper justement, si donc je vais rebondir dessus, on voit que ça répond finalement à pas mal d'enjeux, mais alors comment tu intègres l'IoT dans une phase de programmation, qui est une phase finalement avant la construction ou avant la rénovation d'un bâtiment, parce que tu construis du neuf ou tu fais de la rénovation avec un parc existant, et comment l'IoT dans cette phase-là, tu l'intègres? Alors, on commence à regarder dans la partie construction, un neuf, on fait beaucoup de neuf en ce moment, on a un plan de développement de 50 à 60 000 logements. Dans la partie neuf, ce n'est pas là que c'est le plus facile, étonnamment, parce que on travaille avec des promoteurs, les grands promoteurs classiques, et on achète ce qu'on appelle, nous, un VFA la plupart du temps pour aller plus vite, un état futur d'achèvement, et on a déjà une offre ou propriétaire ou un peu standard qui est déjà sur les ensembles immobiliers, qui nous convient ou pas, et je ne vous cache pas que le ROI de la construction globale étant un axe majeur, ce n'est pas toujours mis effectivement en premier, donc il faut lutter souvent sur ces aspects. Donc il y a deux aspects sur lesquels ça rentre en ligne de compte et les IoT ressortent bien, c'est la sécurité, effectivement. Tout ce qui est sécurité au sens du logement, au sens de la surveillance de la résidence, tout ce qui est, on va dire, sécurité sur les ensembles immobiliers aussi au niveau de détection des incendies, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets là-dessus. On regarde le label R2S, effectivement, pour voir comment l'intégrer, mais c'est vraiment au début, on ne le met pas encore dans nos cahiers des charges. Et puis, là où on l'utilise beaucoup plus, l'IoT, entre guillemets, maintenant, c'est sur tout ce qui est rénovation. Parce qu'on a des passoires thermiques, comme beaucoup. Et par contre, là, effectivement, pouvoir détecter la température, donner de nouvelles façons de vivre à nos habitants, à nos locataires, pour justement utiliser ces objets connectés, ces capteurs pour moduler la température, le chauffage, etc. Donc, sur la rénovation, effectivement, et de manière verticale cette fois souvent, les compteurs d'eau, etc. Quand on fait des rénovations, forcément une rénovation maintenant s'accompagne systématiquement d'objets connectés, ce qui est un peu plus difficile et hétérogène sur la partie construction, même si on espère faire des efforts avec notre portefeuille. Justement, une des questions, tu as parlé de ROI. C'est quoi l'impact finalement en termes de coûts et de retour sur investissement? Parce qu'on dit souvent mettre en place des objets connectés, finalement, ça coûte cher, mais est-ce que ça rapporte? Et comment toi, tu peux arriver à l'évaluer au niveau d'un maître d'ouvrage? Alors, c'est une bonne question. La notion de ROI et même de TRI, chez nous, on a des modèles mathématiques très précis et mes projets informatiques, pour vous donner un exemple, passent également dans ces comités où tout projet informatique va être validé, doit avoir un ROI. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN. Alors, justement, le manque de visibilité et de retour qu'on a en construction fait que les ROI, l'objet connecté dans sa globalité, a du mal, sur une nouvelle construction, effectivement, à avoir des fois un ROI sur certains sujets. Donc, on a nos deux grands axes les plus forts, c'est tout ce qui est sur toute la partie équipement, maintenance, cycle d'équipement, les chaufferies, les ascenseurs, avoir des informations, effectivement, être au courant, en même temps que le prestataire et avant le prestataire, même s'il faut, pour le lui dire, le surveiller, informer nos locataires. Donc, ça passe par du retour de la satisfaction client. Je disais que la satisfaction client, ça fait partie d'un ROI, effectivement. Il faut pouvoir mieux communiquer avec nos clients. Donc, on a tout cet axe-là, effectivement, qui est plutôt dans la partie des services communs, sur tous les éléments techniques pour surveiller, contrôler et être au courant en même temps que nos prestataires et avant, et ne pas subir des appels à notre salle d'appel en disant l'ascenseur est en panne. Donc, ça c'est un enjeu fort, et là, on sait qu'il y a un ROI. Donc, tout ce qui est cycle de maintenance, comme je disais, au niveau des équipements. Et puis, on a aussi, dans notre étude, fait bien distinguer les services communs de tout ce qu'on peut avoir dans le logement. Et là, on a des services, une approche plus servicielle au niveau des logements, et proposer à des locataires ou aux enfants des locataires, pour tout ce qui est un peu sécurité, personnes âgées qui sont dans le logement, mais des services effectivement qui sont plus là à l'intérieur du logement, sur la présence de la personne, la température, la consommation d'eau, si elle est passée dans telle pièce le matin, etc. Alors avec toutes
les notions du RGPD dont vous vous doutez. Et là, on sait qu'il y a un modèle économique. Alors, des fois, c'est quelque chose qui peut nous intéresser, nous, en tant que bailleurs. Mettre un objet connecté dans le logement, ça peut nous intéresser à nous, bailleurs, mais il y en a qui peuvent, et donc le financement est porté par nous, mais il y en a certaines aussi qui peuvent être portées, dont le financement est porté par le locataire ou sa famille, comme je disais. Et donc, c'est les deux grandes tendances, c'est les deux grands sujets sur lesquels on a des ROI positifs, et c'est pour ça qu'on s'engage plus en avant dans ces démarches. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, de dire que ce n'est pas qu'un ROI financier, mais c'est aussi un ROI humain ou d'usage ou de satisfaction. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir que notre donneur d'ordre a ça aussi en tête. Alors justement, comment cet IoT va s'intégrer dans le reste de ton système d'information? Donc finalement, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que tu as quand même 400, 500 000 logements. Et donc derrière, comment ça s'intègre dans tout ton système? Alors, c'est un vrai défi, effectivement. On a, surtout qu'on est actuellement, comme je disais, comme on a beaucoup de VFA, enfin, d'opérations qui sont livrées, on a des systèmes très différents qui arrivent et on intègre ça de manière artisanale actuellement. Hein. Justement, on réfléchit à avoir quelque chose de beaucoup plus industriel et on l'intègre avec deux axes importants. Un axe, on va dire, technique, hein, c'est-à-dire où on informe les techniciens et selon les IoT, selon les objets, sous forme push ou pull, hein, et on informe les techniciens effectivement sur quelque chose qui marche pas, une intervention programmée, en fait, toutes les informations qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le premier flux. Donc ça passe par nos systèmes et pas obligatoirement, hein, et on peut le mettre à disposition de nos techniciens. On s'aperçoit que si on l'intègre chez nous dans nos systèmes, on a quand même une meilleure appétence des techniciens, parce que sinon, ils se retrouvent avec plein de plateformes différentes. On a quand même 7-8 000 ensembles immobiliers. Un technicien chez nous doit en gérer une dizaine. Donc, s'il a à peu près 5 plateformes par ensemble immobilier, vous imaginez chaque fois s'il doit aller dans toutes les plateformes ou regarder toutes les alertes qu'il a. Donc, on essaie effectivement de concentrer ça sur la partie technique. L'autre aspect, je le disais, c'est le locataire et le centre d'appel. Le centre d'appel chez nous est un instrument important qui existe depuis plus de 20 ans et on s'en sert beaucoup pour communiquer vers nos locataires. Les locataires communiquent aussi vers lui, hein, c'est une grande plateforme. Et le fait d'informer le plus rapidement possible, effectivement, sur une panne, sur une coupure en prévention, sur une maintenance, sur quelque chose, c'est essentiel. Maintenant, les gens savent quand est-ce qu'ils vont être livrés chez Amazon à l'heure près presque, et ils ne supportent plus de ne pas être informés à l'avance quand l'ascenseur est en panne, qu'ils sont au 5e étage et qu'ils arrivent avec leurs courses, effectivement, et dans ces cas-là, ils pourraient reporter les courses pour prendre cet exemple-là. Donc, c'est cette intégration-là, on l'a dans notre système d'information, sur nos extranets locataires, effectivement, on l'a sous forme de SMS, de mails, selon l'urgence. On contextualise énormément, effectivement, en fonction du type d'information. C'est de l'affichage dans les halls également, hein, puisque tout le monde n'a pas un smartphone, on va dire, et pas branché sur les extranets. Donc, on doit utiliser tous les canaux de communication. Donc, on intègre ces informations pour répondre et on les diffuse après selon différents canaux dans le SI qui est connecté à nos locataires et à nos partenaires. Ok, donc la data au cœur finalement d'une transformation en même temps en interne et un vrai lien de bout en bout, quoi. Et alors je crois qu'au niveau timing, on est bon, presque. Je voudrais juste une dernière question parce qu'on voit qu'il y a une transformation. Bon, il y a les métiers internes, mais ce qui nous intéressait aussi, et je pense que le public qui est là aujourd'hui, c'est aussi vis-à-vis des fournisseurs et des prestataires que vous mandatez. Qu'est-ce que tu attends un peu de ces fournisseurs vis-à-vis donc de l'usage de l'IoT? Finalement, quelle relation va changer avec ces prestataires? Alors, je prends l'exemple, on travaille sur le village des Jeux Olympiques pour 2024 à Paris, effectivement, et nos enjeux, quand on demande à des fournisseurs, et la direction du patrimoine là-dessus est très claire, c'est qu'on a des fournisseurs qui actuellement nous proposent des objets connectés. Et on a du mal à répondre parce qu'on a du mal, en fonction de ça, à calculer un ROI, on a du mal à savoir si on est intéressé, etc. Donc, nous, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils nous répondent à un enjeu donné.
C'est-à-dire, on va améliorer votre satisfaction client. On va sur les Jeux Olympiques permettre à tous les athlètes de mieux communiquer avec un Wi-Fi et pouvoir intégrer tous les opérateurs téléphoniques de tous les pays qui participent. Vous voyez l'enjeu. Effectivement, donc, répondre à des enjeux comme ça et ne pas être proposition de moyens, mais être force de proposition sur des résultats et sur des enjeux. Et là, on n'y est pas tous encore, mais tout le monde n'y est pas. Et même ceux qui nous le proposent, quand on creuse, on descend de suite à, on va vous mettre tant d'objets, ça va, voilà le business model, etc. Mais on sent encore qu'il manque, autant la maturité technique et technologique, elle est présente, autant cette maturité commerciale pour répondre à ces enjeux, on la sent pas encore sur tous les sujets. Ou alors elle arrive, mais de manière un peu verticale, sur l'électricité, sur certains sujets, mais elle n'est pas globale encore. Ouais, d'avoir donc une vision finalement qui apporte une vision un peu plus globale, transversale de l'impact. Mais bon, forcément, c'est un enjeu de transformation aussi pour eux. Et justement, on va passer finalement à la suite. C'est-à-dire qu'une fois que la programmation et que tu as donné un peu finalement tout ton cahier des charges et tes exigences finalement pour atteindre tes objectifs, quelque part dans la phase de conception, comment on intègre donc cette partie-là. Et c'est là où Francis maintenant va nous expliquer avec son intervenant comment on intègre toute cette partie-là. Merci beaucoup Christian pour ton témoignage. Et si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat aussi, ou on prendra un peu de temps aussi à la fin. Si Christian peut rester un peu avec nous, ça serait génial. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci Emmanuel, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Francis Reynaud, je représente LM Engineering. On est un bureau d'études spécialisé dans l'AMO et la MOE, dans les smart territoires et smart building, donc le sujet d'aujourd'hui. Et je suis accompagné de Cyril Delbos du BET Delta. Cyril, tu peux te présenter en 2 mots? Donc Cyril Delbos, directeur du BET Delta, donc bureau d'études fluides à Montpellier. Donc on intervient en AMO et maîtrise d'œuvre sur les métiers de la thermique en général et donc avec une spécialité sur les problématiques smart et notamment pour le compte de la CERM qui est l'aménageur de la métropole de Montpellier sur la mise en place de plateformes numériques de quartier depuis plusieurs années sur Montpellier avec des échelles différentes. Donc, le bâtiment connecté et les contraintes, ça te connaît. On va rappeler les concepts. Un AMO Smart, c'est quoi? C'est d'abord avoir un rôle de conseil. La maîtrise d'œuvre, c'est d'écrire des solutions techniques et contrôler que ces solutions techniques soient bien au rendez-vous et soient bien installées. Quels sont les enjeux pour l'AMO et l'AMO Smart? C'est avoir des compétences et des expertises techniques en IT numérique, bien entendu, mais comme le disaient les interlocuteurs précédemment, dans tous les fluides que comporte le bâtiment, à savoir les courants forts, les courants faibles, la CVC, puisque l'ensemble de ces informations doivent être comprises et connues de l'AMO Smart. On doit comprendre les usages et services, puisqu'aujourd'hui, on parle en termes d'usage et de services que l'on va rendre à la fois pour les occupants en priorité et pour les gestionnaires de ces bâtiments-là. On doit traduire ces services et usages en système dit intelligent, objet connecté, système intelligent, mais surtout interopérable. On parlait tout à l'heure de systèmes un petit peu hétérogènes et de la difficulté à gérer des parcs un petit peu hétérogènes. On doit, dans tout projet de construction neuve, garantir à l'exploitant et aux habitants que l'ensemble des systèmes intelligents qui y seront installés seront interopérables. Ce qui n'était pas les habitudes des 15 dernières années où chacun travaillait dans son silo, très bien d'ailleurs, mais chacun dans son silo pour être performant dans son sujet. Évidemment, une indépendance vis-à-vis des solutions techniques. Et enfin, il faut accompagner et acculturer l'ensemble des acteurs, puisque c'est nouveau pour certains, que ce soit au niveau des promoteurs, des architectes, des artisans, et savoir aussi identifier et utiliser dans la jungle des réglementations, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, comment se servir des différents labels référentiels qui ont vu le jour. Donc là, Cyril, je me tourne vers toi. Comment s'y retrouver dans un projet de bâtiment neuf entre les réglementations obligatoires et l'ensemble des labels qui peuvent nous aider à avoir un bâtiment connecté? En fait, c'est vrai qu'on a de nouvelles obligations qui sont arrivées ces derniers temps. Donc, on parle du décret tertiaire, du décret BAX, etc., de la réglementation thermique dont le niveau évolue également. Donc, on a des obligations, mais en même temps, ça doit être pour nous une opportunité pour franchir un pas, une marche technique que l'on avait du mal parfois à franchir.
pour respecter ces obligations et avoir plus de traçabilité et d'assurance de maintenir les performances dans le temps des bâtiments. Donc après, effectivement, il y a plusieurs labels qui sont sur le marché avec des approches un peu différentes. Nous, on le perçoit comme des outils permettant de faciliter la compréhension et la culturation avec des documents supports qui existent et des vulgarisations qui permettent au niveau dès la programmation de faire comprendre les enjeux et de structurer le projet également. Donc, ce sont des outils intéressants et donc qui permettent de structurer et de pousser jusqu'à la labellisation si le maître d'ouvrage le souhaite pour apporter une valeur ajoutée dans le temps au bâtiment. Après, au niveau des impacts, il y a toute la phase d'acculturation au niveau de la profession, puisque on est sur des technologies nouvelles, sur des nouvelles façons de construire, et il est nécessaire d'expliquer en quoi le numérique peut modifier l'usage du bâtiment. Et dès la conception, puisque selon l'évolution du bâtiment qui est attendu, la flexibilité, etc., on peut avoir des organisations physiques de locaux, etc., d'ergonomie différentes dans le bâtiment. Donc, selon que l'on est en neuf ou en rénovation, voilà, on adresse un discours différent puisque les problématiques ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc, beaucoup de labels. On n'est pas obligé pour avoir un bâtiment connecté et entre guillemets pilotable et qui peut répondre aux enjeux thermiques d'aller jusqu'à la certification, mais c'est plus de suivre un référentiel, si j'ai bien compris. Et ensuite, les impacts, c'est surtout c'est plutôt beaucoup d'acculturation et d'informer l'ensemble de la filière de ces nouveaux concepts et de ces nouveaux enjeux. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment important puisque on modifie vraiment les façons de fonctionner. Donc, il est nécessaire d'expliquer aux différents intervenants en fonction de leur culture technique sur ce sujet-là, les enjeux et de pouvoir les modifier, de pouvoir modifier ces façons de construire et de trouver ensemble de construire, puisqu'on est vraiment en train de construire des nouvelles choses, nouvelles méthodes de travail pour arriver au bout et sur toute la durée du chantier, assurer la mise en place d'un système efficace. Donc, ce que j'ai pu remarquer, moi, dans les différents dossiers qu'on traite, mais toi aussi avec l'ACERM, c'est la difficulté, j'aimerais que tu nous en parles, de définir la limite de prestation entre les lots classiques fluides dans le bâtiment aujourd'hui et le fameux lot au programme SMART qui intègre à la fois les objets connectés et les systèmes dits intelligents dans le bâtiment. Comment tu perçois ça et comment tu vis au quotidien ce genre de problématique? Comme actuellement, malgré la mise en place de référentiels, on a un manque de normes, de règles de l'art, finalement, d'habitudes de travail. Donc, tout est à construire, on le disait. Donc, il est nécessaire, effectivement, de redéfinir les limites de prestation qui étaient établies depuis des décennies dans le bâtiment en général. De faire comprendre qu'il y a vraiment un lot SMART à intégrer et de changer l'allotissement des chantiers et de redéfinir la mission du lot SMART et les limites de prestation avec les autres lots. Et donc, ça nécessite de faire bouger les lignes et les habitudes. Et donc, pour nous, il est nécessaire d'avoir la notion de maître d'œuvre SMART qui, au-delà du conseil apporté en phase programmation et suivi du projet, définit très précisément, suit le travail des entreprises et redéfinit toutes ces contraintes techniques avec précision. C'est vraiment très important de pouvoir mettre en place les documents de réception, les méthodologies d'échange, etc. pour que, comme on a le recettage à faire entre les lots, que ça se passe bien, que ça soit fluide et que voilà, on ait des choses qui fonctionnent bien parce qu'on a beaucoup d'intervenants avec des systèmes techniques bien différents. On le disait, on parle sur des sujets très transversaux, donc on a beaucoup de choses différentes avec des acteurs qui ont une culture différente, qui ne parlent pas toujours le même langage, qui n'ont pas les mêmes habitudes. Donc, il est nécessaire de redéfinir ces modalités d'échange dans le travail, au-delà des données, et les limites de prestation. Donc, la gageure n'est pas que technique, elle est aussi sur la façon de travailler et faire interagir ces personnes qui avaient l'habitude de travailler ensemble, mais peut-être pas de façon
aussi poussée et la nécessité donc d'avoir des AMO et des MOE qui dédient au Smart pour pouvoir faire travailler ce monde ensemble et arriver à un projet abouti. Effectivement, il y a beaucoup de communication et de notion de passe-plat un peu en fait entre les différentes personnes. Monsieur Vergne le disait, quand en neuf on s'adresse à un promoteur ou en rénovation plutôt sur des bailleurs ou des gestionnaires d'immeubles, les contraintes ou les priorités ne sont pas les mêmes. Et donc, en fonction, on est là pour expliquer quels aussi peuvent être les enjeux après en exploitation pour un promoteur, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on amène les promoteurs à se projeter beaucoup plus dans l'exploitation du bâtiment, ce qui était peu le cas avant. Et donc, en ça aussi, on fait bouger les lignes, puisque les phases de réception, etc., d'exploitation sont toujours là, bien sûr, mais elles doivent être beaucoup plus fluides et c'est moins marqué. Et donc, dès la programmation, dans la mesure du possible, il est nécessaire de discuter de ses usages, de la fonction du bâtiment, de comment il va fonctionner très précisément, qui va le gérer, etc. Pour la facturation, la télésurveillance, M. Vergne en parlait. Tout ça est très important et donc on essaie de l'aborder très très rapidement dans le programme, dans le déroulement du chantier. En fait, c'est comme tout projet, plus on est en amont, plus ça facilite la réalisation du projet. Justement, tu parlais d'usage du bâtiment au niveau des services qu'il peut proposer soit à son gestionnaire, soit surtout à ses occupants, parce que c'est la finalité. On parle beaucoup de flexibilité du bâtiment, de son évolutivité également. On parle de destination du bâtiment. Ces dernières années, enfin ces 15 ou 20 dernières années, un bâtiment a été construit pour une destination, point final, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette destination peut évoluer au cours du temps. Pour toi, quel impact ça a en phase de, donc là, vraiment conception-étude, quand tu réalises un bâtiment connecté, de prendre en compte toute cette évolution, évolutivité et flexibilité du bâtiment? Donc, au niveau de la flexibilité du bâtiment, nous, sur le résidentiel, on le voit surtout au niveau de l'évolution des services, finalement, puisqu'on a identifié un certain nombre de services indispensables au fonctionnement du bâtiment, qu'a cité M. Vergne tout à l'heure. Par contre, après, on se projette aussi sur des nouveaux services que l'on pense pertinents et qui commencent à être matures, et puis de services qu'on ne connaît pas. Donc, on essaie de bâtir des infrastructures qui soient évolutives, qui soient mutualisées pour les différents services pour gagner en simplicité de réseau et puis de coûts d'investissement. Mais c'est surtout au niveau du service. Après, pour le tertiaire, c'est assez différent puisque cette flexibilité était une notion qui était abordée, mais peu. Avec la crise sanitaire, ça a pris d'autres dimensions, bien sûr. Donc, on a beaucoup de bâtiments qui vont vraisemblablement modifier de manière profonde leur fonctionnement. Et en tout cas, sur les nouveaux projets, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent. Et donc, là, on parle plutôt aussi de modularité d'espace, d'usage, avec cette notion de flex office et de travail nomade, quoi. Donc, c'est quelque chose qui, sur le tertiaire, est vraiment prégnant. Qui est un enjeu aussi. Il n'y a pas que le résidentiel qui est concerné, le tertiaire aussi est concerné. Enfin, pour terminer, puisqu'on parle quand même des objets connectés, comment définir et intégrer dans un lot ou un programme Smart les objets connectés, sachant qu'il y a l'ensemble des systèmes techniques, des chauds, du froid, de la sûreté, de la sécurité, etc. Comment intégrer dans ces référentiels et ces programmes-là les objets connectés? Nous, donc les IoT sont des outils parmi tout le panel que l'on a quand nous on conçoit un système numérique et de CVC, global de gestion technique du bâtiment. Nous, ce qui est important, c'est de structurer l'utilisation de ces IoT et de ne pas tomber dans le travers que des fois on nous dit il y a besoin de rien faire, finalement l'IoT on le pose et communique directement avec un système informatique lambda et puis ça se fait tout seul. Nous, on pense que ce n'est pas le cas et donc même si la mise en œuvre est plus facile d'un IoT, en termes il y a moins de câblage, etc., néanmoins, il est nécessaire de définir l'infrastructure de collecte, comment la donnée transite, qui la gère, etc. Et donc, il y a toute une chaîne d'acteurs qui travaillent là-dessus, donc c'est la valeur ajoutée que de sécuriser cette donnée, d'en assurer l'utilisation et de la définir. Donc, nous, notre travail, c'est de définir ces processus d'échange et cette architecture pour encadrer
encadrer l'usage des IoT comme des autres, en fait, pour être sûr qu'au final, on atteigne le bon niveau de gouvernance, de cybersécurité, enfin, les divers enjeux qui tournent autour de la data, de RGPD, etc. Donc, de définir des éléments techniques qui permettent d'encadrer la prestation du déploiement des IoT. Parfait. Donc, nous avons vu la programmation, la définition des usages et des services. Dans la phase conception, nous avons vu comment mettre en musique et définir des systèmes pour répondre à ces usages et ces services. Nous allons maintenant passer à la phase réalisation, c'est-à-dire concrètement comment installer et mettre en place et mettre en service l'ensemble de ces systèmes. Et pour ce, je te repasse la parole, Emmanuel, avec ton nouvel intervenant. Merci, merci Cyril et Francis de cet éclairage. J'ai compris que tu as dit que c'était plus facile sur le câblage. On va voir si c'est plus facile avec quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, qui installe sur le terrain, qui depuis plus de 30 ans, donc qui a expliqué, a été aux prémices. L'IoT, lui, il appelait pas ça comme ça, il n'appelait pas les IoT, donc il appelait ça la GTB depuis plusieurs années. Donc cette expérience-là, on va la voir justement dans cette phase, je dis, de réalisation. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est, quel est l'impact finalement dans son quotidien. Donc merci Laurent Garabuo, que je prononce bien, d'être avec nous. Donc tu représentes donc tes fondateurs de Met-Énergie. Et Met-Énergie, c'est une société, tu vas nous dire, qui est basée à Rodez, donc en Occitanie. Donc on est assez fiers aussi d'avoir que des acteurs locaux autour de la table et qui amènent cette expérience. Alors, présente-nous un peu Met-Énergie, ton expérience, et dans la foulée, de nous dire un peu, pour toi, dans cette phase de réalisation, justement, à quoi répondre, quel est l'enjeu de l'IoT dans cette phase-là. Merci Laurent. Bonjour à tous, oui, donc Laurent Garabuo, je suis directeur général du groupe Met Expansion et gérant d'une des filiales Met-Énergie. Donc effectivement, on a les mains dans le cambouis et sur les claviers d'ordinateur depuis 35 ans. Puisque le nom de la société, c'est Maintenance Exploitation Télégestion. Donc Emmanuel parlait de GTB, GTC. Donc on a le fondateur, M. Ginester, avait baptisé la société Maintenance Exploitation Télégestion. Le groupe Met, c'est un groupe qui regroupe un peu plus d'une centaine de personnes sur la région Occitanie. Donc nous sommes spécialisés dans les services énergétiques, la maintenance et l'exploitation des services énergétiques, maintenance, chauffage, climatisation, etc. Donc pour le confort des habitants et des usagers de tout type de bâtiments, le tertiaire, l'hospitalier, donc les immeubles de bureaux, les bâtiments communaux, l'industrie, etc. La recherche également. On peut citer l'INSERM à Montpellier, tous les bâtiments d'INSERM par exemple, sur l'ensemble de la région. Voilà. Alors la télégestion, effectivement, ça fait appel à toute une chaîne qui part du capteur, où là, effectivement, on met les mains dans le cambouis, l'actionneur qui va permettre de piloter et de redescendre un signal, et puis les automates et l'informatique qui pilotent tout ça. Donc, les IoT pour nous, ça a été l'ouverture d'un complément possible sur nos systèmes de GTC. Si je cite un exemple, on a réalisé pour une opération pour CDC Habitat, donc ça tombe bien puisqu'il y a le dernier de CDC Habitat, la cité universitaire à Doseville, donc que CDC Habitat a construit pour le Crous de Toulouse, était prévu sur ce bâtiment-là une GTC, donc un système de télégestion qui permet de piloter la chaufferie, qui permet de piloter la production du chauffage, la production de l'eau chaude sanitaire et de la distribuer dans les chambres universitaires. Et le complément des IoT, ça a été quoi sur ce projet? Ça a été de pouvoir aller jusqu'au pilotage de chaque chambre universitaire, puisqu'on a mis des thermostats connectés avec une application smartphone pour les usagers, donc les étudiants, qui peuvent régler leur chauffage, qui peuvent connaître aussi leur impact sur les consommations du bâtiment. Voilà, ça c'est un exemple. Les IoT ont permis ça parce que, effectivement, en termes de coûts et en termes de déploiement, ça aurait été un peu coûteux peut-être de le faire avec des systèmes traditionnels. Ça a permis aussi, sur une autre opération pour CDC Habitat, qui est un bâtiment basse consommation, donc les résidents de l'Emagne Toulouse, où donc là, les IoT ont permis de faire du monitoring pour avoir justement le retour d'expérience sur les consommations réelles des logements,
logement HLM. Et avec aussi une application qui permet aux usagers d'avoir un peu de coaching énergétique sur leur consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Pour nous, c'est ça les IoT par rapport au système de télégestion qui existe finalement depuis 35 ans ou depuis 40 ans, qui sont arrivés à maturité, mais qui ne permettent pas d'aller, on parlait de coûts tout à l'heure, M. Verne parlait de coûts tout à l'heure, on peut avoir un frein sur certaines configurations techniques. Par rapport à la GTC, les IoT permettent d'aller au-delà. Alors après, donc, les enjeux en termes d'installation, c'est essentiellement pour nous, quand on déploie des IoT, c'est la qualité et la fiabilité de la communication des données via la radio. Quand on rentre dans un bâtiment en béton, on a des perturbations par rapport à la structure du bâtiment en béton. On a des perturbations par d'autres réseaux, courant fort par exemple. Et ça, c'est un enjeu important. Donc, il faut faire des sondages dans les bâtiments pour voir comment on va pouvoir distribuer les relais qui permettront d'assurer une pérennité de communication. Autre enjeu, c'est la qualité du câblage des équipements centralisateurs, puisque la donnée, elle part du capteur. On va la centraliser avec des unités locales de centralisation qui permettent d'assurer la collecte de données. Et ensuite, donc, ces centralisateurs vont être souvent enchaînés à des automates de commande qui interviennent dans la chaîne de pilotage commande. Voilà, donc pour ça, l'enjeu, c'est d'avoir une compétence transversale, c'est-à-dire que Cyril Delbos parlait d'un low smart. Effectivement, le low smart, ça permet je dirais, d'assurer qu'on va faire appel à une compétence transversale pour assurer le produit final, qui est le produit Smart Building. Et donc, ça fait appel à des connaissances en chauffage, donc en électricité, courant fort et faible, l'énergétique également, la maîtrise de l'énergie, l'automatisme et puis l'informatique en bout de chaîne. Je dirais aussi presque l'ergonomie, avoir des notions d'ergonomie et avoir toujours en ligne de mire l'objectif d'ergonomie. Il faut faire des systèmes qui sont capables de fonctionner entre eux et qui sont intelligibles par les gens qui vont les exploiter derrière et les utiliser. Alors justement, cette expérience que tu as donc dans l'installation et de voir qu'on impose des typologies de matériel, des typologies donc de normes et de standards, qu'est-ce que tu préconiserais finalement dans le choix du matériel et de faire attention finalement? Parce que des fois, il peut y avoir sur le terrain une différence entre la théorie et la pratique. Alors, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai parlé des contraintes de pose, de câblage, etc. Mais les enjeux ou le corollaire de ces enjeux-là, c'est le choix des produits, effectivement. Et là, nous sommes assembleurs intégrateurs, hein, comme d'autres professionnels dans ces métiers-là. Donc, on est assembleur intégrateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va valider en amont du chantier, on va valider en amont de la proposition d'une solution. Un assemblage de produits au sein de notre laboratoire en entreprise ou sur des opérations, sur des dossiers, des sites tests avant de les déployer sur des dossiers réels et répondre à des appels d'offres. Donc ça, c'est un point important. Donc, par rapport à ça, le choix des produits, on va essayer de définir des standards qui doivent être définis en amont donc par le BE conception. Et là, Cyril Delbos en parlait tout à l'heure, c'est définir des protocoles, donc on parle des API, on parle du Modbus, on parle de protocoles de communication, mais c'est aussi s'intéresser aux utilitaires de programmation et de paramétrage des équipements. Ces utilitaires de programmation et de paramétrage des équipements, ils doivent être ouverts, ils doivent être connus des entreprises également. On ne peut pas travailler sur ces sujets-là ou sur ces projets-là si on n'a pas des acteurs qui sont déjà en maîtrise des produits. Et par exemple, donc, une solution aujourd'hui, elle est forcément multi-produit, multi-protocole, mais il y a la théorie et puis il y a la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de Modbus, on peut dire qu'un appareil Modbus, pour autant, pour faire communiquer un appareil Modbus avec un automate, il va falloir décortiquer la table de conversion Modbus
parce que la table de conversion Modbus, elle peut être différente d'un constructeur à l'autre. Ouais, Donc, il faut bien différence entre être ouvert et respecter des standards d'interopérabilité. L'interopérabilité, il faut la créer. Donc, il faut faire communiquer deux produits en établissant cette communication. Donc, il faut réaliser cette interopérabilité. Il faut la créer. Et ça vaut pour le Modbus, ça vaut pour les API. Les API, ça nécessite derrière un paramétrage, une programmation pour faire dialoguer les systèmes entre eux. Donc, ça passe bien par du test en laboratoire en amont ou sur des sites tests en amont. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est l'enjeu des matériels. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'assembleurs intégrateurs. Une solution Smart Building, aujourd'hui, on peut la construire en partant des capteurs actionneurs, des automates de GTB, de télégestion, et des IoT au final. Il va falloir faire dialoguer tous ces maillons entre eux, et ça nécessite effectivement de définir des standards, des protocoles standards au départ, et ça nécessite de les tester en réel avant d'envisager de les déployer et de proposer des solutions packagées. D'accord. Alors justement, toi, de ta vision après terrain, est-ce que le fait d'installer ces IoT a un impact en termes de coût, finalement, parce que comme je posais la question un peu à Christian tout à l'heure, mais là, est-ce que ça a un impact en coût ou en temps? Parce qu'en temps d'installation, en temps de maintenance, est-ce un surcoût ou une économie finalement? Et puis peut-être qu'il y a une différence entre le neuf, finalement, et la rénovation, tu peux voir. Effectivement, les IoT, ça nous permet, je disais que c'était un complément pour moi des systèmes de GTC, GTB. C'est un complément parce que techniquement, on a des solutions qui sont peut-être plus agiles et parce que économiquement, on a des solutions aussi qui sont plus faciles à adapter. Alors, on peut distinguer l'équipement des bâtiments neufs. Pour moi, les systèmes de GTB aujourd'hui sont aboutis et ils sont aussi économiquement accessibles pour gérer les équipements de production thermique, la distribution des fluides jusqu'à la gestion du confort pièce par pièce. Pour les bâtiments de bureaux, l'hospitalier, voilà, des bâtiments qui sont bien maîtrisés aujourd'hui. En revanche, si on parle aussi donc du neuf sur le logement, c'est peut-être un peu plus compliqué si on veut maintenir un coût au mètre carré de logement compétitif. Les systèmes traditionnels de GTB, dans certains cas, vont trouver leurs limites. Et là, effectivement, l'IoT permet de lever ce frein. Je citais tout à l'heure le cas de la cité universitaire Roseville. À un coût maîtrisé, on arrive à piloter, à faire du pièce par pièce grâce aux IoT. On peut parler aussi d'extension vers la domotique. Si on veut faire de la domotique avec de la GTC traditionnelle, ça va être problématique économiquement. Avec les IoT, on va pouvoir piloter des volets roulants, on va pouvoir piloter facilement des solutions de sécurité, ce qu'on peut difficilement faire à un coût raisonnable sur des systèmes de GTB. Et après, effectivement, tu parlais de la rénovation des bâtiments. Donc là, en bâtiment existant, là, c'est encore plus probant parce que rénover un bâtiment existant, c'est souvent repasser des câbles. Et là, l'IoT, ça permet de s'en affranchir. On va mettre des capteurs radio, on va déployer des solutions beaucoup plus facilement. Et en temps d'intervention, on va gagner pas mal de temps par rapport à des solutions câblées. Donc, nous, on a plusieurs projets en rénovation de bâtiments existants, dans des immeubles de logement notamment, où on peut là aussi faire du pilotage pièce par pièce. On peut associer des capteurs de température, de confort, hygrométrie, etc., grâce aux IoT. Donc, je pense que c'est pertinent, effectivement, dans la rénovation. Après, je pense que Cyril Delbos en parlait tout à l'heure, je crois que chaque cas doit s'étudier de façon différenciée. Chaque cas est spécifique aujourd'hui. Donc, la conception en amont est importante. Et donc, toi, tu vois quand même sur le terrain des retours sur investissement qui sont réels, notamment sur la maintenance. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était finalement des nouveaux métiers. Donc ça, c'est intéressant, ça, parce que c'est-à-dire qu'il y a un changement finalement déjà de maturité entre les prestataires, que ce soit un plombier, un électricien, un énergéticien, un automaticien.
mais tu as parlé d'intégrateur finalement de solutions. Alors, comment tu vois finalement l'évolution de ton métier ou des métiers qui sont dans cette phase de réalisation et d'installation? Oui, on parle de métier d'assembleur intégrateur. Donc nous, c'est notre métier depuis 30 ans. Alors on est chauffagiste, on est électricien dans la société, donc on est installateur donc, de systèmes de génie climatique et d'équipements techniques de sécurité du bâtiment ou de pilotage du bâtiment, en contrôle d'accès, vidéosurveillance, etc. etc. Donc tous ces équipements techniques du bâtiment finalement qui participent au confort et à la sécurité. Et on a dans l'entreprise, dans le groupe de 100 personnes, on a une quinzaine de personnes qui ne travaillent que sur le smart building ou la télégestion en général et l'automatisme des bâtiments. C'est des métiers effectivement transversaux où on doit être capable d'analyser et de comprendre le fonctionnement d'un capteur, d'un actionneur pour après pouvoir le piloter par un automate. Et puis, on a des informaticiens aussi, et c'est souvent un travail d'équipe. Donc, quand on approche un projet Smart Building, chez nous, on va avoir des chauffagistes, des électriciens qui vont intervenir en association avec des automaticiens, enfin, en tout cas, surtout des automaticiens qui ont la compétence chauffage ou la connaissance minimale requise en chauffage ou en électricité, ou dans les enjeux des systèmes d'électricité ou de sécurité. Et puis qui vont être capables aussi de discuter avec des informaticiens, puisqu'on a aussi des informaticiens qui travaillent sur ces projets-là. Voilà, donc c'est une association de compétences, métier transversal, et je disais aussi avec toujours en ligne de mire la notion d'ergonomie, à la fois pour la pose, la maintenance, donc l'exploitation des équipements derrière, mais aussi l'usage à la fin par les utilisateurs. C'est un métier transversal qui va se développer forcément parce que les enjeux en smart building vont requérir ce type de compétences. Très bien. Aujourd'hui, les métiers du bâtiment restent encore un peu cloisonnés. On a d'un côté les chauffagistes, de l'autre côté les électriciens, de l'autre côté les exploitants. Et je pense que l'exploitation des bâtiments dans le futur nécessitera une connaissance aussi transversale. Donc, un conseil finalement, tous ces métiers historiques, c'est de passer le pas parce que c'est une transformation qui est durable et qui va leur amener finalement des nouvelles opportunités d'affaires et finalement de revenus dans le futur. Merci Laurent, je pense qu'on est bon au niveau timing. Merci pour ce retour sur le retour d'expérience. Je vois qu'il y a des questions, alors on les prendra un peu à la fin. Je pense que c'est bien pour que tous les intervenants puissent répondre. Je vais repasser la main donc à Francis pour que justement, une fois qu'on a finalement installé, mis en place tous les systèmes, eh bien, il faut exploiter finalement. Et justement, une des questions, c'est justement sur l'exploitation après derrière. Donc, je te repasse la main, Francis, pour voir avec ton intervenant sur la partie exploitation. Merci Merci Laurent encore pour cette intervention. Oui, donc là, c'est le dernier étage de la fusée, c'est l'exploitation. Donc, je suis avec Laurent Verlaguet. Merci Laurent. Je te laisse te présenter. Donc, Laurent Verlaguet, je suis le directeur d'Hyperion à Montpellier. Hyperion est un intégrateur spécialisé depuis une trentaine d'années dans tout ce qui est système d'information, de communication et de sécurité, que ce soit à l'échelle des bâtiments ou de la ville. Et je suis également directeur du marché ville et collectivité au sein d'Eiffage Énergie Système, puisque Hyperion a rejoint Eiffage Énergie Système il y a 5 ans maintenant. D'accord. Donc, tu es aujourd'hui avec nous pour parler de la partie exploitation. Donc, on va essayer de ne pas dire trop de gros mots techniques, entre guillemets, mais on est obligé de lâcher le mot. Pour exploiter un bâtiment, aujourd'hui, on a besoin d'un BOS. Un BOS, c'est quoi? C'est un Building Operating System. C'est en fait un système, c'est une plateforme logicielle qui doit faire le lien entre l'ensemble des équipements dont on a parlé, qui vont être implantés dans le bâtiment, l'ensemble des applications qui vont être utilisées par le gestionnaire et les occupants du bâtiment. Donc, nous allons rappeler un petit peu les différentes phases. On a une phase programmation où on définit les services et les usages. Très bien, phase programmation. On a une phase de conception
où nous transformons ces usages et services en systèmes techniques, interopérables si possible et ouverts pour pouvoir interagir entre eux. C'est la phase conception. Et enfin, comme le disait Emmanuel et le dernier intervenant, c'est mettre les mains dans le cambouis et faire que tout ceci fonctionne réellement, concrètement dans le bâtiment, dans la phase réalisation. Donc ça y est, le bâtiment est terminé, il a un réseau IP dédié qui permet de collecter des informations de tout type, de la donnée, que ce soit pour l'énergie, l'eau, le contrôle d'accès et la vidéoprotection. Donc, quel est le rôle du boss? En fait, le boss a pour rôle essentiel de remonter en un seul point, un tableau de bord appelé dashboard, l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces données et les rendre surtout lisibles pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour un gestionnaire de bâtiment qui n'est pas forcément un thermicien, qui n'est pas forcément un électricien ou un informaticien. Ça va lui permettre de piloter le bâtiment et de mettre en place des scénarios pour mieux le gérer, notamment au niveau des consommations et de la sécurité. Ça va également permettre de compiler énormément de données, d'informations propres au bâtiment, de pouvoir les partager avec les autres bâtiments d'un quartier ou d'une ville, mais également aussi partager et capter les informations d'autres bâtiments. Donc, Laurent, le bâtiment, il est prêt à être piloté. On a un bâtiment connecté pour pouvoir être piloté et géré par les occupants. Comment et en quoi, pour toi, le boss peut-il vraiment répondre à ces enjeux-là de pilotage et de gestion et répondre aux enjeux majeurs de réduction de nos consommations d'énergie, d'eau et d'électricité? On va dire que le boss, ça va être l'élément essentiel. Le boss, il porte bien son nom, c'est lui qui va piloter, recevoir l'ensemble de ces données. Si on ne veut pas rentrer trop dans la technique, on va assimiler le boss à une sorte de switch informatique qui va voir lui arriver tout un tas d'informations des différents capteurs qui auront été déployés, IoT, capteurs physiques connectés en filaire, données issues d'automates, de GTC ou autres. Et tout l'enjeu va être cette capacité qu'on va avoir à agréger cette donnée, à la fédérer et ensuite la mettre en valeur pour faciliter l'exploitation du bâtiment. Donc aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est bien qu'est-ce que je fais de ces données, comment est-ce que je les collecte et comment je les valorise surtout. On a à la fois toute la partie métier, capteur qui nous produit de la donnée, le boss qui va fédérer, récupérer et éventuellement mettre en forme ces données, et on a également toute une partie ouverte vers des applications tierces, puisqu'on peut avoir des besoins en matière de tableau de bord pour les occupants, pour les exploitants, mais on se doit d'avoir cette ouverture vers les systèmes tiers parce que le bâtiment va vivre sur la durée et que ces données qui auront été produites et mises à disposition, je dirais, de l'exploitant doivent également pouvoir servir pour produire de nouveaux services sur toute la durée de vie, à la fois pour l'exploitant et même pour les occupants. D'accord. On voit bien qu'on arrive au cœur du sujet, c'est la donnée. La donnée, elle est au cœur de notre société aujourd'hui. Et on parle bien de la donnée qui devient aujourd'hui le quatrième fluide du bâtiment. Beaucoup de gens en parlent. Donc, pour mettre en place tout ce boss et cette intelligence, quels sont pour toi les prérequis? On en a parlé dans la phase de conception, dans la phase de réalisation, mais quels sont là, dans la phase d'exploitation, les prérequis et compétences techniques qui sont nécessaires pour garantir le fait que l'exploitation du bâtiment soit opérationnelle à ses livraisons, mais surtout dans le temps? Là, on revient clairement sur le job d'intégrateur. On voit qu'on va à la fois travailler dans un monde, je dirais, technique, terrain, métier, mais avec une capacité à pouvoir traiter et faire vivre de la donnée. Donc, on se doit d'avoir des équipes à la fois terrain, métier, mais également des équipes informatiques, voire même, dans le virage que nous avons pris il y a déjà quelques années, des équipes de développeurs, puisqu'il faudrait être à même de créer toute cette interopérabilité entre les systèmes quand elle n'existe pas, être capable de développer des drivers pour rendre tous ces systèmes efficients, communicants. Donc c'est un peu le grand écart entre des infrastructures physiques qu'on connaît, qu'on manipule depuis des années,
et une orientation très informatique du métier qui va jusqu'à la gestion des réseaux, à la sécurité de tous ces réseaux, pour être certain que cette donnée est valorisée et exploitée, je dirais, au mieux. On va avoir de l'intelligence embarquée dans le bâtiment, mais de plus en plus, on va penser, on va concevoir ces bâtiments dans un écosystème plus global, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un aménageur. Et donc, c'est toute la réflexion qui se pose. Comment je fais communiquer tous ces systèmes entre eux à travers des standards qui aujourd'hui existent, mais on n'a pas un standard unique. Et pour que toutes ces données, en fait, valorisent l'exploitation du bâtiment sur toute la durée. L'interopérabilité, pardon, c'est le maître mot. J'y vois aussi un intérêt, on a parlé tout à l'heure, nos derniers intervenants, c'est que ces métiers vont évoluer, mais il faut à la fois des compétences techniques, tu l'as dit, en informatique, etc., mais il faut aussi surtout la connaissance terrain. On le voit nous, en tant qu'AMO et maîtrise d'œuvre, c'est important d'avoir des gens qui connaissent comment fonctionnent les systèmes pour ensuite avoir des gens chez eux avec d'autres niveaux qui préparent les programmations et l'interopérabilité de tous ces systèmes-là. Donc, tout ceci, ça engendre des coûts sur les systèmes, ça engendre aussi des coûts de formation, de montée en compétence de l'ensemble des équipes, des acteurs de la construction du bâtiment. Donc, tous ces coûts, en fait, sont-ils vraiment en adéquation avec les gains de consommation visés? Il ne suffit pas de répondre à des référentiels, à des réglementations. L'objectif final, c'est que les habitants se sentent mieux et de meilleurs services. Mais est-ce que tout cet argent, que ce soit pour les promoteurs ou peut-être il peut y avoir des répercussions dans les loyers ou dans l'utilisation de certains services, est-ce que c'est justifié? Est-ce que la finalité est justifiée? Christian Bern a parlé en début d'intervention. On a parfois du mal à mesurer ce ROI. Il y a une chose qu'on ne perd pas de vue, c'est que toute cette capacité technique qu'on peut avoir dans la mise en œuvre n'est en fait qu'un moyen. On ne perd pas de vue l'objectif premier du service à apporter. Quel est le besoin auquel on doit répondre? Et ensuite, je dirais le bagage technique, la capacité technique qu'on peut avoir dans la mise en œuvre n'est qu'un moyen pour répondre à ce besoin. Donc, le coût que peut représenter là on parle de logement, le coût que peut représenter cette mise en œuvre, certes, va être représentatif. Il ne faut pas perdre de vue la capacité qu'on a aujourd'hui à mutualiser les réseaux pour véhiculer tout un tas de données. Et ça rejoint le discours de tout à l'heure. Le fait de travailler en amont sur un bâtiment, si on le pense bien, on a quand même des économies d'échelle à réaliser pour optimiser tous ces coûts. Il y a une dizaine d'années déjà, nous avons travaillé sur un gros centre commercial. Et quand on est arrivé avec une approche de réseau informatique fédéré pour mutualiser de la vidéo, du contrôle d'accès, de l'intrusion, de la GTC, de tout un tas de corps d'état techniques, c'était pourtant il n'y a que 10 ans, et on avait l'impression d'être des extraterrestres, de proposer de la science-fiction, alors qu'il y avait un réel gain dans la mise en œuvre de tous ces réseaux. Donc, un seul réseau multifluide pour véhiculer toutes ces informations et ensuite les rendre communicantes, assurer cette interopérabilité entre les réseaux. Donc, là, il peut y avoir, certes, un surcoût dans la mise en œuvre quand on parle de logement, mais on n'est pas que dans le logement. On est dans le tertiaire, il y a une réelle plus-value dans l'exploitation du bâtiment. On va l'avoir donc, sur des centres commerciaux où très souvent le promoteur est exploitant du bâtiment. Donc, je vous garantis qu'il regarde à 2 fois les coûts d'investissement et s'il comprend ce qu'on lui propose, si on est assez clair dans ce qu'on amène, l'exploitant est tout à fait à même de supporter ce surcoût dès le départ parce qu'il va s'y retrouver très rapidement sur toute la durée de vie et l'exploitation du bâtiment. Donc, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas neutre, ça représente un coût, mais bon, on arrive à le lisser sur la durée. Je pense que si je t'entends bien, donc il y a un coût qui est
un coût pour jouer au départ du bâtiment qui est important, mais qui doit être lissé sur l'ensemble des années d'utilisation de ce bâtiment-là. Ça va permettre aussi, pour répondre aux réglementations et aux décrets, on est obligé de compter et d'avoir des objectifs de gain sur nos consommations. Il faut bien compter, savoir ce qu'on a dans un bâtiment qui soit tertiaire ou résidentiel. Donc, si on n'est pas outillé avec ce type de matériel, on ne pourra pas le faire. Ensuite, moi, j'ai une question qui est à la fois la MO qui parle et le citoyen. On parle de plus en plus de systèmes informatiques, de systèmes interopérables, intelligents, connectés. Donc, qui dit connecté dit sécurité. Sans faire un speech sur la cyber, tous ces objets connectés, tous ces systèmes qui sont nécessaires à la bonne exploitation d'un bâtiment, est-ce qu'ils répondent à cette problématique-là de cybersécurité? Et toi, dans ton quotidien, comment tu y es confronté? Alors, chez nous, c'est une obsession. La sécurité, la cybersécurité et la sécurité de tous ces systèmes en général. Bon, je ne vous ferai pas le speech sur la cybersécurité, les systèmes inviolables. On va essentiellement se concentrer sur la capacité qu'on peut avoir à atténuer ce risque ou en tout cas à le limiter. Et très souvent avec des actions qui repose sur du bon sens, sur de l'équipement, sur de la bonne pratique, de la bonne mise en œuvre, avant de switcher sur de l'expertise que nous avons également. Ça nécessite de former des équipes au quotidien, ça nécessite d'avoir des profils en recrutement complètement différents. Et au-delà de cet aspect cybersécurité, là on parle d'un monde merveilleux du bâtiment où tout communique en même temps. Une des principales questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si je perds la communication avec tel équipement, quel va être l'impact sur mon bâtiment? Comment est-ce que mon exploitant ou mes résidents sont prévenus? C'est toujours quel est le plan B en cas d'anomalie? Est-ce qu'on s'est bien posé cette question à la conception? On a eu par le passé des demandes d'exploitants vers des modes de fonctionnement, certes très intéressants dès le départ, mais quand on a posé la question du fonctionnement, et si tel équipement tombe en panne, et si on a telle anomalie, on ne peut pas se retrouver dans un blackout, que ce soit pour du logement, du tertiaire, ou pire sur des grands centres. Donc la cybersécurité et la sécurité en général, dans la conception, c'est ce qui doit nous guider, je dirais, dans toute la vie. Tout ceci renforce l'intérêt d'avoir effectivement dans tous ces projets de bâtiments connectés un lot smart dédié, comme en parlaient certains interlocuteurs, où sont indiqués à la fois les systèmes pour répondre aux usages, où sont indiquées les compétences techniques, l'interopérabilité des systèmes et aussi la sécurisation et maintenance de ces systèmes pour les faire vivre dans le temps. Donc Olivier, je pense qu'on a vu l'ensemble des phases d'un bâtiment connecté. On a vu la programmation, où on répond aux usages, aux services. On a vu la conception, où on met en musique au niveau des études le type de système pour répondre à tous ces usages-là. Ensuite, la réalisation, la vraie vie, avec les contraintes d'un chantier. Et ensuite, l'exploitation, c'est-à-dire donner des moyens aux occupants, parce que la finalité, c'est donner des usages et services aux occupants et des moyens aux gestionnaires de bâtiments, grâce aux boss, de pouvoir gérer leur bâtiment. Et oui, Francis, on arrive vers la fin. Alors, on a un intervenant un peu particulier pour le mot de la fin. Il s'agit de Jérôme Dacono de Microsoft Service, qui évidemment va nous parler un petit peu de comment ça peut se mettre dans le concret. Qu'est-ce que Microsoft apporte à cet univers? Et Jérôme, je te laisse la main. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Vous me voyez? Très bien, Jérôme. Ok, parfait. Donc, oui, c'est Jérôme Dacono. Je travaille chez Microsoft Service. Je suis architecte informatique. Hein. Tout de suite au clair ce sujet. Et mon focus, c'est autour des smart buildings, des usines intelligentes, des villes intelligentes, des maisons intelligentes. Donc, je me suis assez reconnu dans le discours de tous les intervenants que j'ai entendus. Alors, pourquoi Microsoft dans les smart buildings?
je vais vous parler de qu'est-ce que Microsoft fait dans le Smart Building, et puis aussi ce qu'on voit nous, chez nos clients et les orientations futures. On les a effleurés là, dans tout ce que j'ai entendu. 3 choses. On fabrique des outils cloud et aussi à mettre dans les bâtiments, dans le cas des bâtiments, qui vont gérer les IoT de manière sécurisée. On a entendu le point sécurité revenir plusieurs fois. Effectivement, c'est un de nos gros focus, c'est de fournir des liens de connexion des objets IoT de manière complètement le plus sécurisée possible. On fabrique Microsoft fabrique des puces électroniques à introduire dans les IoT pour augmenter la sécurité de ces devices, de ces capteurs, de ces actionneurs. C'est des tout petits objets en termes informatiques, très peu puissants. Et c'est là qu'on peut avoir des failles de sécurité. C'est là qu'on peut avoir des failles de sécurité les plus faciles à exploiter. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, on travaille sur toute la chaîne à développer des outils autour de ça. On travaille aussi, on crée aussi un autre produit que vous devez connaître qui s'appelle Office, qui contient beaucoup de données pour le Smart Building. Je vous en parlerai tout à l'heure. Le deuxième point, c'est qu'on est notre meilleur cas d'étude. Alors, dans une slide, je vais vous dire ce que c'est que Microsoft en termes d'immobilier et nos problèmes de building. Et puis, on a un réseau de partenaires assez important. Si tu veux passer à la slide suivante. Donc, Microsoft, c'est quoi en termes d'immobilier? C'est 3,5 millions de mètres carrés. On est dans 112 pays. On gère 770 bâtiments. On est en propriétaire à peu près moitié-moitié versus la location. On a un très gros campus en Amérique du Nord, autour de Seattle, ce qui représente 1,5 million de mètres carrés. Et notre aventure dans le Smart Building, elle a commencé avec nos buildings il y a une dizaine d'années. Notre consommation électrique des buildings dans la région de Seattle, c'est à peu près entre 50 et 60 millions de dollars par an. Et on avait des buildings qui avaient été construits sur une période de 30 ans, avec la foire au GTB, un peu tout ce qui était disponible était là, et tous les types de matériel aussi étaient là, parce qu'il y avait beaucoup de buildings. Et on a tout connecté, on a développé avec un partenaire qui s'appelle Iconix, un système de gestion basé sur des passerelles connectées à toutes les GTB qui nous ont permis de remonter les données et de faire des économies d'énergie autour de 15-20%, donc sur 50 millions de dollars par an, c'est déjà pas mal. Et surtout, ça nous a évité de faire ce qu'on fait dans tous les matériels de chauffage, c'est-à-dire faire un refurbish en français, je ne sais pas, une rénovation de ces systèmes tous les 5 ans parce que leur rendement baissait de trop. En fait, en corrigeant, dès qu'on a un défaut qui arrive, qu'on voit arriver par les IoT et par les BMS, on corrige le défaut le plus rapidement possible. Et ça nous évite le renouvellement du matériel trop fréquent. Et ça nous rapporte encore plus là-dedans. Donc, on est parti de cette aventure et aujourd'hui, on travaille aussi sur l'optimisation l'optimisation de la surface et surtout l'optimisation de l'occupant. Je vous en parlerai un peu après. Voilà, notre réseau de partenaires, c'est la slide suivante. On travaille avec beaucoup de monde qui crée des solutions basées sur nos solutions. Microsoft ne fournit pas de solutions de bout en bout pour gérer une BMS ou pour optimiser les surfaces des bâtiments. On amène toute la mécanique, toute la sécurité, toutes les infrastructures qui vont permettre à des partenaires comme ceux qui sont ici de travailler. Alors, il y en a de plus ou moins connus. Ils sont tous très connus sur le monde du smart building, pas forcément en France. En France, si on vous parle de Johnson Controls, de Schneider Electric, de ABB ou de CBRI, ils sont un peu connus. Et la slide suivante, c'est les 3 partenaires que là, normalement, vous devez connaître autour du smart building et du smart home. J'ai regroupé le smart home avec le grand Enetatmo, c'est la même entreprise. Donc, moi, j'ai une chance particulière, c'est de pouvoir bosser avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est les 3 premiers électriciens français, mais c'est aussi les 3 premiers électriciens européens et quasiment les 3 premiers électriciens mondiaux. Donc, on a une chance en France
d'avoir ces apporteurs de technologie. On bosse aussi pas mal avec Energisme, et une société qui est spécialisée dans les économies d'énergie et les capteurs. Voilà. Slide suivante. Alors, ouais, c'est là où j'ai pas mal de remarques par rapport à ce que j'ai entendu. On est parti très orienté IoT, BMS, donc autour de la gestion de l'énergie. Et puis, sur la fin, c'est Monsieur Reynaud qui a commencé à parler de BOSS. Aujourd'hui, les clients, ils nous demandent des choses sur le développement durable. Donc, le développement durable, on va dire économie d'énergie, grossièrement. Il y a d'autres choses, mais principalement c'est ça. Les initiatives back to work après la crise sanitaire. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans pas mal des grandes entreprises, même les entreprises de taille plus petite, elles ont un gros enjeu, c'est de faire revenir les occupants des buildings, enfin les employés, dans les buildings. Pourquoi? Parce que on a démontré plus ou moins bien que le télétravail fonctionnait. On sait que maintenant, les gens qui peuvent travailler en télétravail vont faire 1 jour, 2 jours, jusqu'à 3 jours par semaine, suivant les entreprises et suivant les cas. Et donc, l'entreprise a besoin d'attirer de nouveau l'employé. Donc, comment elle peut l'attirer? Par exemple, en ayant, comme elle va gagner de la place sur sa surface, en observant exactement ce qu'elle va pouvoir gagner en mètre carré, et peut-être réaménager pour rendre des réunions plus attrayantes, avoir des espaces de travail, beaucoup améliorés. L'autre point, c'était l'autre demande, c'est les réductions de coûts. Alors, on cherche à réduire les coûts en énergie. Alors, ça peut être lié au développement durable, mais pas forcément. Des réductions de mètres carrés. Et puis, là, c'est des réductions, mais c'est des améliorations de productivité. J'ai une slide qu'on vous laissera à la fin. C'est une slide pour les États-Unis, mais ça représente la même chose. Ça représente à peu près la même chose. Pour 1 mètre carré sur une année, pour le louer, ça coûte à peu près 30 $. Pour le chauffer, excusez-moi. Pour le chauffer, ça coûte 30 $ par an. Pour le chauffer ou le climatiser. Pour le louer, ça coûte 300 $ par an. Pour payer l'employé qui est dessus, ça coûte à peu près 3 000 $ par an. Donc, quand on veut faire des optimisations de coûts, gérer énergie, c'est bien, optimiser l'énergie. Si on peut réduire en mètres carrés, on a un levier beaucoup plus fort. Si on peut optimiser l'occupant, c'est peut-être pas le bon mot, mais lui simplifier la vie, en fait. Par exemple, pour trouver une salle de réunion rapidement, retrouver un collègue plus rapidement, trouver une place de parking tout de suite. Si on peut lui simplifier la vie en lui faisant économiser 5% de son temps quand il est dans l'entreprise, vous avez un levier qui est beaucoup plus puissant. Et c'est ce que nous demandent un peu aujourd'hui les entreprises. Et pour faire tout ça, pour faire tout ce genre de choses-là, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. On en a parlé quand on a commencé à parler du BOSS, c'est être capable de récupérer des buildings des informations très diverses. Donc, aussi bien ce qui vient d'un capteur d'énergie, des actionnaires autour de l'énergie, mais aussi ce qui se passe sur l'occupation du building lui-même, jusqu'à les emplois du temps des employés ou des salles de réunion. Et ça, pour aller chercher ces données-là, c'est plus de l'IoT. Il y a de l'IoT pour l'énergie. Pour les capteurs de salles de réunion, oui, mais pour aller chercher la donnée sur les emplois du temps, il faut s'adresser à des systèmes informatiques. Office, par exemple, si je parlais de Microsoft. Et puis, si je veux récupérer aussi les données de météo, il faut aller les chercher autre part. Il faut tous les récupérer. Et pour faire ça, il y a le concept de BOSS, le Building Operating System, qui est traduit chez Microsoft par les jumeaux numériques. On développe des technologies pour faire des jumeaux numériques des bâtiments qui vont regrouper toutes ces données et qu'elles soient lisibles et qu'elles soient exploitables par des solutions derrière. Si on veut trouver un exemple où on va relier tous ces capteurs,
si je veux économiser de l'énergie, et si j'ai des salles de réunion, si je connais la météo, je sais si ma salle de réunion, j'ai les prévisions météo, donc je sais comment la chauffer pour la journée, et je sais aussi comment elle va être occupée, donc ça peut me permettre éventuellement de baisser ou de ventiler la salle de réunion s'il y a trop de monde, parce que j'ai les bons capteurs. Et puis aussi, en fonction de la météo, prévoir comment je vais l'utiliser, et éventuellement changer des salles de réunion, parce que je sais que ce sera mieux de les faire cet après-midi sur des salles de réunion qui sont exposées vers le sud, parce que j'aurai du soleil, alors que si je les mettais, des salles de réunion qui seraient orientées au nord, j'aurais les chauffées. Voilà, ce genre de choses qui étaient importantes. Et puis après, on va vous laisser aussi quelques liens sur des projets que fait Microsoft avec ses partenaires sur des choses. Alors, le deuxième, c'est une tour à New York qui appartient à un gros bailleur immobilier. Dans une tour, de style des tours de la Défense, on a à peu près 40 000 capteurs. Voilà. Si on compte ceux des BMS, ceux des ascenseurs, ceux de tous des capteurs de présence. Donc, voilà ce qu'on fait avec des solutions de jumeaux numériques. Parce que là, on gère beaucoup de données avec toute la sécurité qui va bien. On gère ça dans le cloud pour derrière aller déboucher sur des scénarios, comme je vous ai cité tout à l'heure, où on va avoir un peu d'analytics et d'intelligence artificielle qui vont permettre d'optimiser le building et de réduire les coûts, alors que ce soit d'énergie, de surface, et puis d'aider l'occupant du building à gagner du temps, donc à être plus productif d'une certaine manière. Voilà. Puis, si vous regardez, il y a pas mal de vidéos. La plupart sont en anglais, mais bon, ça très, très, très compréhensible. Et puis, on a un autre exemple. Alors là, c'était juste un petit point d'humour. L'exemple de PCL Construction. Donc, c'est un constructeur canadien, un constructeur de bâtiments, qui, lui, immerge dans son béton des capteurs qui vont ne fonctionner que pendant quelques mois. Avec ça, à chaque étage qui est construit d'un bâtiment, il va immerger des capteurs. Il va déterminer exactement quand est-ce que le béton est sec. En faisant ça, après, on est d'accord que le capteur est perdu. Au bout d'un moment, il n'émettra plus, mais bon. En faisant ça, ça va lui permettre de construire l'étage du dessus ou le pool d'étage du dessus exactement au bon moment. Et avec ça, sur des chantiers de plusieurs mois, il va gagner quelques jours, mais il va gagner en fait beaucoup. Parce que le coût d'un chantier, des chantiers de tours, c'est assez énorme. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, pour conclure le webinaire. Voilà. Merci Jérôme. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Alors, je crois qu'il y avait quelques questions sur le chat. Je les reprends brièvement. Donc, nous avions une question qui revenait de Vincent d'Inton Technologies sur la gestion du SAV. Est-elle prise en charge, est-elle à la charge de l'exploitant ou du client? Les clients sont-ils prêts à payer pour ça? En sont-ils conscients? Qui veut répondre? Qui répond? C'est-à-dire que la maintenance doit être le prolongement de tous ces systèmes et doit être en tout cas intégré et provisionné dès le départ. Parce que c'est un enjeu important et on peut livrer la meilleure installation dès le départ. Si l'installation ne vit pas, si elle souffre d'une absence de maintenance sur toute la durée, ça serait fort dommageable. Après, les coûts que cela va générer, c'est très souvent réparti dans les charges. Mais là, on revient également sur la partie ROI. Voilà, j'aurai certainement un surcoût pour la partie mise en œuvre, j'aurai des coûts de la partie maintenance, mais j'ai un gain sur l'exploitation. Donc, on arrive à avoir quelque chose de relativement neutre. Ouais, Cyril, tu es confronté à ça au quotidien avec les bailleurs, avec les syndics de copropriété? Oui, en termes de conception, nous essayons de définir les contrats de service associés aux solutions techniques déployées.
pour maîtriser les coûts et ne pas avoir aussi de mauvaises surprises et de pouvoir choisir une solution ou un intégrateur en connaissance de cause. Et donc, par exemple, sur le comptage, on essaie de se caler aussi sur des modèles économiques existants parce que même s'ils vont évoluer, actuellement, il y a quand même des modèles qui existent. Et donc, c'est le cas pour le comptage, où c'est très souvent le cas, où c'est un système de redevance qui est payé mensuellement par compteur et qui comprend la garantie totale, l'entretien et la publication des données. Voilà. Donc, ça dépend un petit peu des activités, mais effectivement, c'est important de cerner tout ça très tôt dans le projet. Il y a un point que je pourrais rajouter qui est un peu annexe et qui matche un peu avec la dernière question. C'est la donnée qu'on récupère, à qui elle appartient. Alors, vous avez 3 heures. C'est un point assez important qui revient, c'est la propriété de la donnée des bâtiments. Oui, effectivement. Peut-être un avis dessus, c'est intéressant. Alors, sur la première question, j'ai un avis, c'est que ça doit être au coût de… La charge doit être au coût de celui qui installe les équipements, parce que pour répondre à l'enjeu, effectivement, d'avoir des coûts de maintenance plus chers, les objets connectés doivent aider à diminuer effectivement ces coûts de maintenance. Les promesses voilà, de coûts d'exploitation réduits, mais en ayant à supporter le coût de mise en œuvre et des fois le surcoût, voilà, on le voit sur les expérimentations. Les bilans ne sont pas toujours extraordinaires et on voit pourquoi on a du mal à passer à des expérimentations à un mode plus industrialisé. Je pense qu'on n'est pas complètement au clair encore et c'est clair là-dessus. On a des promesses, il y a des promesses, mais selon les catégories d'objets, elles sont plus ou moins tenues. Donc, voilà, une complexité. Après, effectivement, sur l'aspect juridique de la propriété de la donnée, c'est vrai que la personne, il y a quelqu'un qui a dit vous avez 3 heures, c'est tout à fait ça. Je crois que c'est vraiment un sujet complexe. Nous, on a un DPO et on commence à travailler dessus avec lui. Si on l'écoutait, on s'arrêterait, quoi. Je caricature, mais c'est une vraie problématique et de responsabilité. S'il y a une fuite de données, à qui on s'adresse? Qui c'est qui est responsable? Qui c'est qui la porte, qui la transite? Enfin, c'est un vrai sujet. Je n'ai pas de réponse. Pour la partie maintenance exploitation, effectivement, on a fait une grosse opération sur Montpellier sur le site de la Mantilla, donc l'écoquartier de la Mantilla, qui regroupe l'équivalent de 400 logements répartis sur 8 bâtiments. Les coûts d'exploitation et le cadre des contrats d'exploitation étaient définis en amont du projet, avant la phase de réalisation. Ça faisait partie du projet initial, donc conception, réalisation, maintenance, exploitation, avec des coûts maîtrisés. Et ça me paraît essentiel. Après, ça ne se traduit pas forcément par des surcoûts, effectivement. Et puis, si on parle de la cité universitaire d'Ozeville, par exemple, on a un contrat maintenance exploitation CVC avec le Crous. Le bâtiment de Ozeville ne coûte pas plus cher en exploitation maintenance que les autres bâtiments du Crous. Non, et je pense que si on prend après d'autres exemples avec les syndics de copropriété, je pense que là, on peut avoir un ROI qui est beaucoup plus élevé que celui qui est aujourd'hui, dans le sens où ce corps de métier doit aussi évoluer et apprendre à se servir de ces outils-là. Il y a encore beaucoup de très gros syndics qui n'ont pas encore pris le pas d'avoir ces remontées de données et d'exploiter ces remontées de données. J'ai déjà vu sur des très gros bâtiments, des très grosses copropriétés, le syndic ne sait pas d'où vient la fuite, alors que quand on a un bâtiment qui est entièrement connecté, on est capable d'identifier beaucoup plus rapidement, en quelques minutes, où il y a une baisse de pression sur du fluide, où il peut y avoir telle surconsommation, et même sur la santé des colocataires ou des copropriétaires, il peut y avoir aussi des choses. Et tout ça, aujourd'hui, je pense que c'est là où le bâtiment connecté va pouvoir apporter des nouveaux services, mais qui viendront en déduction d'une certaine manière de charges qu'on peut avoir aujourd'hui, de charges d'exploitation qui nécessitent d'avoir toujours un humain qui doit se déplacer. Si je prends un ascenseur qui tombe en panne, le prédictif chez Otis ou d'autres peut apporter énormément, ce qui fait qu'avant même que l'ascenseur soit en panne, donc que les usagers soient pénalisés avec de l'insatisfaction qui peut être chronique dans certains cas, on apporte plus de services, on apporte
effectivement de meilleure réactivité. Et du coup, ça, c'est encore difficile de l'intégrer dans du ROI parce que c'est difficilement quantifiable de manière financière. Donc voilà, moi, c'est un petit peu le mot de la fin que j'apporterai sur une partie plus exploitation au quotidien et qui vient un petit peu en contrebalancer les questions sur l'aspect coût. Oui, ça peut avoir un impact coût plus important au départ, mais si on voit que la construction du bâtiment lui-même est dans le temps relativement limité, derrière, ça peut être plusieurs dizaines d'années, je l'espère, pour un grand nombre de bâtiments. Et du coup, c'est un coût qui est multiplié par sa durée de vie. Donc, ce n'est pas négligeable à prendre en compte. L'enjeu du prix du coût de SAV, alors, vous avez cité Otis, moi j'ai cité ThyssenKrupp, parce que c'est un partenaire Microsoft qui travaille avec nos technologies sur la maintenance prédictive. Ça permet de basculer en fait leur modèle économique. Au lieu de vendre un ascenseur avec un SAV derrière, en fait, ils vendent du service d'ascenseur. Ils vendent de la montée avec un taux de panne à très très proche de 100%. En fait, ils vendent du temps de service de l'ascenseur, ils ne vendent plus la notion j'achète un ascenseur et après derrière le SAV. L'IoT, dans beaucoup de cas, alors il y a d'autres cas comme Rolls-Royce aussi avec les moteurs d'avion, permet de basculer aussi le modèle économique du fournisseur de la solution. Olivier, pour être complet, il y a deux notions, comme le disait M. Verne au début. On est dans des sociétés où on n'accepte pas de ne pas savoir quand son colis Amazon arrive à quelle heure, quel jour exactement. On ne peut pas accepter de ne pas savoir quand il y a une coupure d'eau, quand il va y avoir une coupure d'électricité ou quand. Voilà. Donc, de toute façon, c'est sociétal. Donc, il faudra répondre à ces enjeux-là. Ensuite, le bâtiment connecté aujourd'hui, il est adolescent. C'est-à-dire la donnée qu'il capte et les informations qu'il capte aujourd'hui, il n'y a pas longtemps qu'il les capte. Je pense que quand on va avoir un peu plus de recul, notamment sur des parcs immobiliers importants, on pourra mettre en place des scénarios, des scénarii qui permettront de mieux consommer avec des habitudes constatées, avec des informations liées au propre bâtiment, mais à d'autres bâtiments en fonction des régions, des conditions climatiques, et de pouvoir agir réellement sur des gains de coûts de consommation d'eau et d'électricité. Je pense qu'aujourd'hui, les programmes sont récents et qu'on n'a pas aujourd'hui 10, 15 ou 20 ans de retour sur un bâtiment connecté. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas, moi, aujourd'hui. Je peux faire un parallèle avec les contrats de performance énergétique. Aujourd'hui, nous, on déploie des contrats de performance énergétique avec un engagement de consommation, donc un engagement financier derrière en termes de charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et on arrive à autofinancer des opérations de pilotage de bâtiments donc sur des durées de moins de 3 à 7 ans. Et donc, en termes d'efficacité économique, les solutions de pilotage de bâtiments, les solutions de télégestion, c'est aujourd'hui les leviers les plus efficaces en termes de performance énergétique. La performance, le ROI sur des investissements d'équipement, donc installer, convertir un bâtiment sur de la chaudière à condensation ou de la pompe à chaleur, etc. Donc, on parle des équipements de production. On a des modèles économiques qui sont rentables sur 5 à 10 ans, voire 15. Sur des solutions de pilotage, on est sur des ratios inférieurs à 3 ans jusqu'à 7 ans. Et donc, on arrive, nous, aujourd'hui à autofinancer, même à financer en fait l'investissement par le gain annuel de consommation d'énergie. Donc, je dirais que c'est vrai dans la rénovation. Donc après, on peut penser que sur le bâtiment neuf, c'est le cas aussi. Si on se projette sur la durée de vie d'un bâtiment, quand vous construisez un bâtiment, vous construisez le bâtiment pour sa durée de vie. Donc, et si on lisse ce coût-là, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a aussi la notion justement de durée de vie du bâtiment, de la valeur résiduelle du bâtiment. Et donc, le fait qu'un bâtiment soit connecté, piloté, il y a un carnet finalement d'entretien et de vie du bâtiment qui permet de garantir une obsolescence, ou en tout cas, il est moins dégradé. Et donc, sa valeur résiduelle, à terme, est plus importante. Donc, ça, c'est dans le côté des crédits bailleurs, justement, immobiliers. C'est une notion qui est très... qui est l'épaisseur du trait, finalement, à la fin. Les grands bailleurs immobiliers commencent comme Allianz, Brookfield, commencent à vendre, enfin louer des buildings intelligents ou des buildings connectés. Ils amènent plus de valeur parce qu'en fait, ils garantissent à ceux qui vont l'occuper, aux tenantes, qu'ils auront un suivi exact de leur économie d'énergie, que ça sera optimisé en termes des places, des salles de réunion et autres, et ces choses-là, ils
il y a une valeur, quoi. Il y a une valeur d'avoir des bâtiments connectés, enfin avec des IoT. Voilà. Mais je pense qu'il y a une grosse différence aussi au niveau de la cible, si on s'adresse à du B2C ou si on s'adresse à du B2B. Jérôme, ce que tu évoques, était plus dans du B2B qui va chercher de l'optimisation financière. Je pense que pour le particulier qui souhaite acheter un appartement, il ne va pas rechercher la même chose, il va rechercher plus de la commodité, de l'efficacité dans la gestion et puis surtout des baisses de charges, soyons clairs. Donc, quand on parle d'optimisation, je pense que c'est là surtout que ça va jouer. C'est pour ça que oui, dans l'immobilier, enfin dans le B2C, dans l'immobilier personnel, c'est beaucoup plus compliqué parce que si on amène une solution connectée mais qui vous retire une pièce du bâtiment, la réflexion elle est vite faite. Très bien. Je pense qu'il faut qu'on conclue. Merci en tout cas aux intervenants. Je te laisse conclure, Olivier, si tu veux. Oui, c'est un sujet qui augure finalement d'autres événements où on pourrait parler parce que c'est tellement vaste, tellement complet et on a tellement à faire dans la transition numérique et le lien avec le bâtiment que ça pourra faire l'objet finalement peut-être d'une factory plus pérenne dans le temps. Sur des cas d'usage peut-être, c'est-à-dire des retours sur des cas concrets peut-être. Voilà, merci tout le monde. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.